Bonjour à tous et bienvenue pour ma 33e critique. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il me fut impossible de décrire en détail chaque aventure de Reign of the Exarch. Il m'aurait fallu au moins 20 minutes pour chaque aventure et je n'ai pas ce temps. Alors j'ai fait une description sommaire de chacune d'entre elles. Si vous sentez que des points ont été laissés dans l'ombre et mériteraient d'être expliqués davantage, laissez un commentaire ou une question sur mon forum. L'adresse défile au bas de votre écran. Cela me ferait plaisir de vous répondre. J'ai toujours aimé acheter des scénarios du commerce car j'ai toujours pensé qu'ils représentaient ce que l'éditeur avait de mieux à présenter à son public. Et bien des fois je me suis trompé, en particulier avec les aventures publiées par Wizard of the Coast. Mais bon, j'appelle ça des erreurs de jeunesse et qui plus est, j'avais de l'argent à dépenser à l'époque. Comme j'ai expliqué à maintes reprises dans mes critiques, je suis un maître du jeu n'ayant pas une grande imagination. Je ne suis pas capable de créer une aventure ou une campagne à partir de rien, ou juste en lisant un livre de base. Il m'en faut toujours un petit peu plus. C'est pourquoi j'achète des scénarios du commerce. J'achète aussi ça pour la facilité. Mais les bons scénarios sont aussi difficiles à gérer et à faire jouer en tant que maître du jeu que les mauvais à écrire. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on prend la décision de faire jouer un scénario du commerce est qu'à la première lecture, va toujours le trouver vraiment nul. Et oui, voilà quelques années, dès que j'achetais un scénario, je chialais sur le grog. Mais devenu vieux et presque sage, j'ai compris qu'il faut mettre son ego de côté pour placer l'aventure à l'avant. Ce que j'ai compris aussi est qu'au lieu de maudire mes achats impulsifs, il faut placer ses énergies dans l'aventure et se demander qu'est-ce que je dois faire pour la rendre meilleure. Quel changement je peux apporter pour satisfaire mes joueurs et leur donner encore plus de plaisir à jouer ce scénario. Voilà, je viens de vous dire mon truc et ça m'a pris quelques années pour le comprendre. Bon, maintenant notre programme principal. Après ma critique numéro 32 du livre de base de Mage the Awakening, je tiens à m'excuser pour le ton de ma voix pour ma critique 32. Comme j'ai dit, j'ai fait l'enregistrement tard dans la nuit. J'ai été soudain pris d'une grande excitation à l'idée de faire jouer mon joueur dans cette gamme. Et je me suis dit, quoi de mieux pour comprendre l'essence d'une gamme que de lire un recueil de scénarios. Pas convaincu? Eh bien, moi non plus. Mais j'ai décidé de me lancer et je crois que le résultat n'est pas si mauvais. Donc, le recueil se nomme Reign of the Exarch. Il raconte l'histoire de la reine détrônée, une exarque qui a été chassée par les siens. Elle possédait 5 artefacts qui, une fois réunis, permettent de devenir super puissants. Les personnages doivent partir à la recherche de ces artefacts avant que les Seers of the Throne ou encore d'autres adversaires mettent la main dessus. Chaque aventure n'a pas de lien entre elles sinon que l'artefact. Ceci permet au maître de ne pas suivre dans l'ordre les aventures du recueil sans entamer l'intrigue générale. Malheureusement, pas de lien entre les aventures veut dire aussi pas d'ennemis récurrents et pas de lieux récurrents. L'aventure numéro 1 a comme événement déclencheur l'arrivée d'un étranger dans le sanctum des joueurs. Ils doivent l'accueillir en vertu d'un règlement de mage paru dans le supplément Sanctum and Sigil. Ok, me suis-je dit. Si mes joueurs n'ont pas lu ce supplément, est-ce qu'ils doivent l'accueillir? Donc, l'inconnu passe 3 jours avec les joueurs. Il explique peu de choses sinon qu'il est poursuivi. Son rôle revient à laisser un objet magique aux joueurs, une cloche. Cette cloche permet de détecter les activités des exarques dans le monde déchu. Mais chaque utilisation fait perdre de la sagesse. Alors, soit vous incarnez un personnage sur le bord de la folie, qui utilisera à tout bout de champ la cloche, ou encore vous faites un personnage sain qui laisse de côté tous les avantages de la corruption. C'est à votre choix. À partir de ce moment, l'aventure prend une tournure intéressante car elle mélange enquête, politique, combat et beaucoup de résolution de problèmes. En effet,
L'importance de la cloche pour les Seers est telle qu'ils feront n'importe quoi pour la reprendre. Et eux ne s'occupent pas de politique, tandis que les joueurs devront demander des permissions pour traverser des territoires d'autres cabales. Cette aventure présuppose que les joueurs sont déjà intégrés dans un concilium, un regroupement de cabales, et qu'ils ont des comptes à rendre s'ils ne respectent pas les règles du jeu entre mages. Cette aventure est bonne, pas excellente, mais bonne, car à certains moments, on sent que le développement de l'intrigue et les retournements de situation sont un peu tirés par les cheveux, dont particulièrement le moyen qu'utilisent les Seers pour piéger les joueurs. Par contre, si vous avez des joueurs qui sont des grands orateurs, alors là, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. L'aventure numéro 2 change de registre pour plonger dans le fantastique, durant quelques instants. En résumé, quelqu'un d'important aux yeux des personnages a disparu et ils doivent la retrouver. Cette amie est en fait la dernière femme de la lignée d'une grande magicienne morte il y a bien longtemps. Elle doit retrouver 3 objets pour que son ancêtre se réincarne en elle. Personne ne se rend compte qu'elle est une bombe à retardement, sauf des Seers of the Throne que les joueurs rencontreront dans un village sous leur contrôle. Étrangement, ces Seers sont pacifiques et veulent convaincre les joueurs de la menace posée par leur ami. Cette aventure n'a rien d'excitant sinon qu'au début, les joueurs se retrouvent dans le Shadow Realm, dans un verger de corps, littéralement un petit bois dont les arbres et les fleurs sont faites de chair sanglante. Intéressant, mais cette scène ne dure pas longtemps et elle sert d'ouverture in medias res à l'aventure. Un maître du jeu descriptif pourra s'en donner à cœur joie. Le gros problème ici, c'est que les joueurs sont relégués au second plan. L'aventure est centrée sur les rêves de leur amie et les objets qu'elle cherche. Et bien entendu, les joueurs ne pourront pas décoder le moindre indice de cette situation. Le deuxième problème est que les joueurs doivent faire une trêve avec leur pire ennemi, leur némésis, les Seers of the Throne. Ça, c'est un gros morceau qui passe pas. Comme j'expliquais dans ma critique numéro 32, les Seers travaillent pour les exarques qui ont pour but la destruction de la magie. Alors moi, si je voyais un agent de ceux qui veulent ma perte, j'attaquerais immédiatement. C'est une aventure faible qui tient seulement que sur le fil de la bonne volonté de vos joueurs. Maintenant, l'aventure numéro 3. Cette aventure ne ressemble à rien de ce que j'ai lu dans tous les autres recueils d'aventures. Elle ressemble par contre à tous les films de double réalité comme La Matrice ou encore Existence. Alors voici ce qui se passe. Tout d'abord, les joueurs sont pris dans le monde astral. Ils vivent dans une illusion qui est vraie à leurs yeux. Le but est donc de se libérer de l'emprise de ce monde illusoire, en prendre le contrôle pour en sortir et récupérer le 3e artefact. C'est une aventure très difficile à faire jouer pour plusieurs raisons. La première est qu'elle mérite une préparation et une précision de la part du maître du jeu qui se rapproche de l'horloger. La deuxième raison est que vos joueurs doivent avoir une complète confiance en vos talents de maître du jeu, car cette aventure ne tient qu'à leur bon vouloir d'accepter le monde irréel dans lequel leur personnage évolue. La troisième est que pour monter en crescendo la tension que le monde est irréel, il faut que tout le groupe se rende compte en même temps ou presque qu'ils peuvent manipuler l'illusion créée par le sceptre. Et pour arriver à manipuler l'illusion créée par le sceptre, là, ça devient compliqué car les joueurs doivent remplir un nombre impressionnant de conditions. Si vous avez le consentement de vos joueurs et leur confiance, alors vous êtes en affaire pour toute une aventure. Outre le fait du monde irréel dans lequel les personnages sont plongés, les joueurs découvrent à rebours comment ils sont devenus prisonniers. Et c'est là le moment le plus original. Le corps des personnages est devant le sceptre dans le monde matériel. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à trouver le sceptre et que s'ils réussissent à sortir de ce monde astral, il suffit d'expliquer en flashback comment ils se sont écroulés devant l'artefact. Si vous voulez faire quelque chose de différent pour vos joueurs, cette aventure est pour vous. Dans l'aventure numéro 4, les joueurs partent à la recherche d'une couronne.
C'est une autre aventure classique, une enquête sur différents faits qui se déroulent dans le milieu où vivent les mages. C'est une aventure très bien construite, il y a des rumeurs pour vos joueurs, des pistes qui mènent nulle part et d'autres pistes qui mènent directement à celui qui tire les ficelles. Elle est une enquête classique comme j'ai dit, mais avec des indices très bien cachés. Ça prend des personnages surnaturels pour trouver des indices surnaturels. À ce point, si vos joueurs ne maîtrisent pas leurs arcanes, ils vont passer à côté de tout et bien entendu mourir. Et la dernière, l'aventure numéro 5, c'est la grande finale, le showdown, comme disent mes voisins du Sud. J'ai décidé de ne pas en parler parce que je pense que je dois au moins vous épargner ça. J'ai presque tout raconté de cette campagne, au moins on m'accusera pas de pas tout dire aux joueurs qui veulent un jour jouer cette campagne. Reign of the Exarch est étrangement un bon recueil d'aventures qui laisse la place pour un maître du jeu créatif. Ces 5 aventures n'ont pas de lien chronologique et donc peuvent être jouées dans l'ordre que vous voulez, sauf la 5e qui est la finale. Un bon maître pourrait, entre les aventures, faire jouer ses propres créations. Avec un peu d'imagination et de travail, la recherche des artefacts pourrait devenir grandiose. Voici quelques éléments que j'ai trouvés qui pourraient améliorer la campagne. Tout d'abord, il manque d'emphase lorsqu'il est question des Seals of the Throne. Il faudrait créer une cabale de Seals avec les mêmes agents et les mêmes mages qui reviendraient de scénario en scénario. De cette façon, les joueurs auraient une adversité plus présente et plus insistante. Il y aurait l'ennemi avec un E majuscule. Le maître du jeu devrait, entre les scénarios de ce recueil, élaborer la mythologie des artefacts de façon à montrer l'importance de tous les posséder. Il devrait aussi prévoir quelques mini-aventures qui serviraient de lien entre les scénarios. Je prends comme exemple l'aventure numéro 3. Le maître pourrait créer sa propre aventure pour trouver le sceptre et quand les personnages mettraient la main dessus, hop, ils se retrouvent dans le monde astral. La liste pourrait être longue, mais si vous voulez quelque chose qui se tient, alors il faut faire un peu de travail. Mais je pense que ça en vaut la chandelle. Eh bien, c'était ma 33e critique. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.